J'espère que vous allez tous très bien. Et un grand merci à tout le monde pour votre présence. Écoutez, en montant les escaliers, j'ai essayé de me souvenir le dernier film que j'ai vu au cinéma. Et il se trouve que c'était le dernier James Bond, donc je réalise que ça fait un bout de temps que je ne suis pas allé au cinéma. Et donc là, on est un peu en train d'essayer d'avoir un niveau d'entertainment et de présentation au niveau du James Bond. On va essayer de dépasser ça. Et c'était un bon film, donc je pense que ça va être un bon challenge, mais on a une petite chance avec le planning qu'on a aujourd'hui. Écoutez, on est tous et toutes dans cette industrie, qu'on soit assureur, courtier, réassureur, technologiste, investisseur ou passionné de l'assurance tout court, mais sans forcément faire le métier. Mais on a tous une mission commune. En fait, pourquoi on fait ce métier qui est difficile ? En fait, au final, c'est pour arriver à protéger d'autres personnes quand ces personnes veulent faire des choses extraordinaires. Aller de l'avant, prendre des risques, etc. Et on va pas se le cacher, on le sait tous, c'est pour ça qu'on est là, c'est assez difficile. Au quotidien, on a vraiment la tête dans le guidon. Dans les affaires, dans l'administratif, dans le closing de nouveaux business, dans les nouvelles règles DDA, etc. Et en fait, pourquoi on opère Inspire, c'est justement pour sortir un tout petit peu la tête du guidon. Et prendre une bonne bouffée d'air, passer un bon moment, déjà tous ensemble, passer un bon moment, mais prendre une bouffée d'air, avoir un peu d'inspiration et essayer de comprendre, en discutant ensemble ou en écoutant d'autres personnes nous en parler, essayer de comprendre où on doit aller dans le futur pour justement pouvoir continuer cette mission de protéger d'autres personnes quand elles veulent aller faire des grandes choses. Donc c'est ça l'idée d'Inspire. Et donc aujourd'hui, on a un planning passionnant et on va vous le dévoiler au fur et à mesure. Et donc on commence, j'aimerais bien inviter Sébastien sur scène avec moi. Alors Sébastien, donc bienvenue Sébastien. Merci Stéphane. En quelques mots, je vais faire une brève présentation, mais le parcours est impressionnant et long, donc Sébastien, complète s'il te plaît. Donc Sébastien, c'est un invité très spécial. En fait, Sébastien est pharmacien. Donc qu'est-ce qu'il fait ici ? Qu'est-ce qu'il fait avec nous ? Sébastien est pharmacien de formation et il a démarré, pas forcément pharmacien, corrige-moi si je me trompe, mais tout de suite dans la partie plus business de groupe pharmaceutique. Et donc a pu, sur je pense les 15 premières années de ta carrière, gravir les échelons de super groupes pharmaceutiques dans le monde entier, ce qui t'a emmené en Asie. Et suite à ça, s'est dit, bon, les médicaments c'est bien, mais si je peux aider sur l'assurance pour pouvoir correctement avoir une bonne santé, c'est peut-être mieux. Et donc a basculé dans le monde de l'assurance liée à la santé. Sébastien a fondé plusieurs entreprises, dont Bloom, un MGA, donc un courtier, distributeur d'assurance et de services santé en Chine. Donc Sébastien voyage beaucoup. Et une deuxième société, The Care Voice, un des leaders de technologie permettant la santé embarquée en Chine. Et donc en fait, on va parler de la Chine. On va parler de la santé et la santé embarquée. Et en fait, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du monde et en soi, qu'est-ce qui pourrait se passer ici et les innovations qui se déroulent là-bas. Donc Sébastien, merci d'être là. Je sais que tu voyages énormément. Ton entreprise de Care Voice est active en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Et si je ne me trompe pas, tu étais à Lisbonne juste avant d'arriver. Tu viens d'arriver à Orly et tu as pu arriver à temps. Donc un grand merci, bienvenue. Est-ce que j'ai oublié quelque chose en introduction ? Et je te propose qu'on s'assoie. Merci Stéphane. Bonsoir à tous. Donc merci à Sénat pour l'invitation et content de parler avec vous de Chine ce soir et de santé embarquée. Pour mon intro, écoute,
Le passage médicament-assurance, en fait, a été quand même un peu plus... il y a eu quelques étapes intermédiaires. Entre autres, en fait, le démarrage de Carvoice, on a lancé une app grand public en Chine, une sorte de TripAdvisor de la santé. Donc ça a été le premier pas en dehors du médicament, d'aider les consommateurs chinois sur le manque de confiance pour les hôpitaux et pour les médecins, avec un système de rating et de recommandation pour les aiguiller. Avec déjà une volonté à ce moment-là de créer possiblement un leader mondial dans la santé digitale. Bien sûr, une ambition un peu stretch. Monter une boîte en Chine, enfin monter une boîte en général, tu le sais, c'est difficile. Monter une boîte en Chine, si vous demandez à un entrepreneur chinois, il vous dira c'est extrêmement compliqué et de le faire en tant qu'étranger et ensuite monter un business dans l'Internet. Alors là, je pense que j'avais pris toutes les difficultés possibles et imaginables. Je suis content ce soir d'avoir Tang qui est ici, qui est un entrepreneur. On vient de se retrouver par hasard, mais on a démarré ensemble dans l'InsurTech à Shanghai il y a 5-6 ans. Et effectivement, à un moment donné, il a fallu trouver un modèle qui était un peu plus scalable, un peu plus gérable. Et c'était le pivot dans le domaine de la SurTech. Ouais. Donc ça, on va en parler un peu plus. Écoute, avec plaisir. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de tes activités, du marché en Chine, ce qui est en train de se passer là-bas, donc vraiment une première question qui est plutôt simple. La Chine, tu viens de le décrire, on en parle tous, une grande opportunité, mais incroyablement compliquée. Donc pourquoi tu l'as fait? Pourquoi j'ai démarré en Chine? Ouais, effectivement, déjà j'étais sur place, quoi. Donc je suis parti là-bas pour un grand groupe pharmaceutique. J'ai eu une bonne exposition au marché local de la santé, travaillant avec les gouvernements, avec les médecins, directement avec le patient chinois sur des solutions digitales à l'époque sur le diabète. Donc ça m'a donné une bonne exposition. Et donc de voir qu'il y avait effectivement un certain nombre de problèmes sur le marché. Mais ce qui m'a poussé, c'était à la fois la taille, l'opportunité Chine. Et on peut en parler, je pense, davantage. Mais c'est vrai que juste si on regarde la classe, on va dire classe moyenne supérieure, c'est 150 millions de personnes qui gagnent en gros 8 000 à 10 000 euros par mois. Juste vous ciblez cette population-là, qui représente 10% de la population chinoise, grosso modo. C'est 3 fois la France, concentrée de gens qui sommes comme vous et moi ce soir. Donc voilà, l'opportunité et un dynamisme entrepreneurial en Chine qui est bien sûr incroyable, avec énormément de succès. Et donc voilà, l'envie de démarrer là-bas, dans ce contexte-là, bien sûr en minimisant les difficultés que j'allais rencontrer. Ok, donc malgré les difficultés, l'opportunité et l'excitation, on y va, quoi. Et donc si maintenant on rentre dans le concret, donc imagine dans cette salle, on a un grand nombre d'entrepreneurs, ou imagine si Sénat souhaitait se lancer en Chine. Est-ce qu'on peut rentrer dans le pratique? Toi, tu as déménagé là-bas il y a 11 ans. Tu as démarré tes sociétés après ça. Tu étais arrivé avec le groupe pharmaceutique. Comment on démarre? Comment tu t'es senti quand tu étais là-bas et comment on se lance? C'est sûr que en arrivant sur place, on ne se dit pas qu'on va monter une boîte le lendemain. Je pense qu'il y a un cheminement pour être capable de se lancer dans une aventure entrepreneuriale en Chine. Et même si vous avez monté un business ici en France et que vous vous dites tiens, est-ce qu'il n'y a pas un business pour moi ou créer une activité là-bas, il y a un vrai temps d'appréhension et essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et pour moi, ça a duré grosso modo 3 ans sur place. Mais les premiers moments, forcément, sont des moments où on voit le gap culturel. Je suis arrivé en Chine, j'étais dans une unité où on avait 2000 personnes sur le terrain qui voyaient les médecins dans les hôpitaux pour présenter des médicaments sur le diabète. Quasiment une semaine après être arrivé, je me suis retrouvé avec la force de vente, les 200 managers dans une grande salle de plénière. On présentait les campagnes, etc. Toutes les slides en chinois, tout le monde parlait que chinois, à part un peu l'équipe marketing qui avait un peu une base d'anglais. Donc déjà rien que ça, on se dit bon, ça va être compliqué d'imprimer, d'avoir une influence sur ce marché, même malgré tous les différentes gaps. Donc ça, c'est vraiment
le choc un peu voilà, on est dans un monde où c'est un peu hermétique, quoi. C'est-à-dire voilà, n'importe quel slide, on comprend rien, les gens parlent, on comprend rien. Donc ça, d'emblée, on se dit, allez, on va faire du chinois, on va essayer d'apprendre le chinois, et ça aussi, ça prend du temps, mais on va dire après 6 mois, on commence à passer un peu de Et temps. après 11 ans, tu parles chinois? Je parle chinois, alors mes filles parlent bien mieux chinois que moi, elles sont nées là-bas, donc elles se moquent souvent de nous, mais oui, on parle chinois. On vient de prendre une nounou, on s'est installé à Bruxelles il n'y a pas longtemps. On vient de prendre une nounou chinoise qui est à Bruxelles depuis 2 ans, elle ne parle pas anglais, pas français, donc voilà, ça nous garde dans le bain de la langue, mais oui, je parle chinois, j'ai pitché la boîte en chinois quand j'ai commencé, etc. Donc ouais, ça aide, mais ça sera jamais suffisant. Donc ça crée plutôt des situations, on va dire, des quiproquos. Et entre autres, assez tôt en fait, dans mon arrivée en Chine, je me suis retrouvé à devoir travailler avec le gouvernement, le ministère de la Santé. En fait, j'avais des premières missions, c'était autour de créer un programme de formation pour tous les professionnels de santé de premier recours qui aident les gens avec le diabète, parce qu'il y avait des gros manque de professionnels de santé. Donc on avait une ambition de créer environ 30 000 professionnels avec vraiment une bonne base pour accompagner les patients quand ils ne sont pas à l'hôpital. En faisant ça avec 500 nouveaux leaders dans le domaine du diabète, avec à la fois les grands professeurs chinois, des grands professeurs américains, et ça sous l'égide du gouvernement. On était... voilà, Sanofi, donc le boîte pour laquelle je travaillais, finançait ça, un coût de 2-3 millions par an d'investissement. Voilà, tous les 15 jours, j'allais à Pékin, j'allais discuter avec les gens du gouvernement pour déployer ce programme. De temps en temps, on s'est retrouvés, alors je sais pas, je crois que tu as une photo, Rodolphe, là-dessus, mais de temps en temps, voilà, on se retrouvait dans des réunions plutôt formelles, protocolaires. Donc ça, c'était pas les réunions de travail, mais de temps en temps, on avait ce type de protocole où forcément, tu essayes de connecter un peu, de parler un peu chinois, etc. Rien que de prononcer les noms des différentes personnes autour de la table, tu as quelques difficultés. Et effectivement, tu vas gagner un peu de capital crédit, tu vas montrer ta bonne volonté avec ces gens, mais voilà, c'est vrai que c'est tendu. C'est tendu et il faut passer par là pour, à un moment donné, pouvoir te dire, OK, j'ai fait ça, maintenant j'arrive au moins à pitcher la boîte, je peux parler avec mes clients en chinois, je peux avancer, je comprends un certain nombre de choses, mais voilà, il faut un peu de temps. Et donc, à quel point est-ce que monter une entreprise là-bas et l'opérer et justement, si on voit politique, est-ce que tu peux arriver et vraiment de façon autonome le faire, ou en fait, au final, il faut passer par ces échelons-là? Ouais, donc clairement, toute relation avec les autorités, etc., tu as dans n'importe quelle entreprise des gens dédiés à ça. Ça s'appelle les affaires publiques, hein, ça existe aussi ici. Et on voit bien quand les Uber, etc., sont arrivés, il y avait les gens importants dans ces sociétés-là, c'était ceux qui géraient les relations. Et donc, au même titre, et encore plus, je pense en Chine, parce que beaucoup de problématiques où le gouvernement a un rôle essentiel pour les autoriser. Donc, sur ce type de programme, on avait quelqu'un aux affaires gouvernementales qui était vraiment son job de se mettre d'accord avec le gouvernement sur voilà, combien Sanofi va mettre, dans quel cadre ça se fait, quels sont les grands principes régissant ça. Moi, j'étais plutôt sur la partie mise en œuvre, travaillant avec les sociétés savantes, travaillant avec les médecins, travaillant avec les équipes de vente qui aidaient dans le déploiement. Mais non, tu ne t'amuses pas à rentrer sur le sujet relations gouvernementales. Et après, quand tu montes une boîte, pour le coup, là, tu vas faire en sorte de rester sous le radar. Voilà. Ça, c'est l'autre attitude. Donc, soit tu es dans des grands groupes et tu as les gens des affaires gouvernementales qui sont essentiels pour ça, soit tu es ensuite dans un mode entrepreneurial. Et là, tu fais en sorte de rester le plus loin possible du sujet. Et malgré le fait de monter une société dans l'assurance, tu peux rester sous le radar? C'est une question de, je pense, de taille. C'est une question de taille, mais tu peux rester sous le radar. Donc voilà, comme tu disais, on a un MGA. Tu travailles derrière avec des brokers qui sont licenciés. Donc on n'avait pas la licence de courtage. Donc tu travailles avec des courtiers licenciés et qui du coup, voilà, tu fais en sorte d'utiliser leur licence pour opérer. Mais je pense que ça va tant que tu es en dessous d'une certaine échelle. Dès que tu vas être... le problème, c'est que l'échelle en Chine, le seuil est très très haut. Quand tu vois des business,
tout à l'heure, je parlais effectivement de l'attractivité du marché, mais Ping An, par exemple, qui est un des plus gros assureurs chinois, a lancé il y a 5 ans Ping An Good Doctor, qui est une sorte de plateforme entre télémédecine, plateforme de télémédecine en gros. Sur leur série A, ils ont levé 500 millions d'euros sur une série A. Cette boîte, depuis, a fait une IPO, ils ont 400 millions d'utilisateurs. Donc voilà, ça c'est le type de scale où là, tu es vraiment t'es visible. Mais avant d'arriver là, tu peux déjà t'amuser beaucoup. Donc notre MJA, maintenant, on a 15 000 assurés sous la marque Bloom. Ça fait à peine 8 millions, 10 millions de primes d'assurance. Bon, ça reste une bonne taille, mais c'est microscopique à l'échelle de la Chine. Bien sûr, et si je ne me trompe pas, il y a plus de 50 villes avec plus de 2 millions d'habitants. Donc effectivement, tu as plus de 50 paris là-bas. Donc c'est vrai que si tu fais un business de cette taille-là, tu es encore sous le radar, mais pas pour longtemps. Je peux te l'espérer, on peut espérer. Et donc, si je comprends bien, ça va jusqu'au moment où ça ne va plus. Et on parlait en préparation de cet échange de la donnée. Et donc en assurance, forcément, la donnée, élément critique pour chaque acteur dans la chaîne de valeur, et régie en Europe avec la RGPD. Donc on est dans un monde assez challenging ici, où on doit échanger de la donnée avec nos partenaires. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'échanger et tout le monde veut de la donnée. Donc c'est assez compliqué à naviguer. Et tu me disais qu'en fait, en Chine, c'est complètement différent. Tu peux nous parler un peu de la donnée en Chine et pour qu'on puisse comprendre l'opportunité que c'est et à quel point c'est différent par rapport à ici? En fait, je pense que le sujet qu'on a abordé ensemble était autour d'entre autres des plateformes SaaS. Quand on est une entreprise qui a des logiciels et vendons des logiciels à des tiers, donc dans notre cas à des assureurs. Mais c'est vrai pour n'importe quelle entreprise SaaS. La valeur de l'usager, donc le client de l'assureur, on va dire, qui va bénéficier d'une solution logicielle, eh bien, elle est complètement renversée. C'est-à-dire que si l'assureur en question vous donne accès à ses clients et vous allez pouvoir lui amener du service, eh bien, quelque part, leur logique serait c'est pas lui qui va vous payer pour amener du service, c'est vous qui allez finalement monétiser sa base d'utilisateurs. Vous allez l'aider, il va vous dire ok, moi je veux bien acheter ton SaaS, je veux bien te donner accès à mes clients, mais je vais te l'acheter pas cher ou voire je ne t'achète pas du tout. Mais par contre, tu peux faire de l'argent sur ma base client. Tu vas pouvoir leur vendre d'autres services, tu vas pouvoir amener cross-seller des produits, tu vas pouvoir et donc ça change complètement la logique finalement de monétisation et c'est lié à la valeur de la data et de mes clients et comment finalement je peux laisser des tiers y accéder et monétiser cela. Et tu penses, donc là on dévie un tout petit peu de notre script, mais je réagis, tu penses que dans un monde où on ferait tout de même attention à la RGPD, c'est une opportunité future, donc par exemple un assureur qui travaille avec des entreprises comme la tienne, tout en restant RGPD compliant, arriverait à monétiser finalement, un assureur, un réassureur, autre chose, arriverait à monétiser sa donnée? Écoute, nous on est en tant que tech et on travaille plutôt avec des grands groupes internationaux. On a été très tôt GDPR compliance, on passe les process les plus stricts en termes de compliance par les assureurs et dans ce cadre-là, ça fonctionne. L'exemple le plus, on va dire, pertinent, c'est avec AIG, donc un gros assureur américain. Ils ont un petit book, ils ont un book de en gros 50 000 assurés qu'on sert. On a aidé AIG à amener sur une interface mobile toute une offre servicielle santé qui sont pour certains pris en charge dans la prime d'assurance. Ça peut aller de une téléconsultation, faciliter la prise de rendez-vous avec des experts, différentes natures, faciliter un check-up, etc. Mais en gros, l'approche de AIG est vraiment de permettre de monétiser ces assurés, que les assurés vont pouvoir acheter directement du service. Donc c'est une nouvelle ligne de business pour AIG et les gens peuvent sur cette marketplace du coup s'ils veulent avoir beaucoup plus de services
que ce qui peut être potentiellement inclus dans sa prime. Voilà, ça fonctionne. Donc très facilement, AIG arrive à upseller du service supplémentaire et donc un vrai autre ligne de revenus finalement non assurantielle mais servicielle pour AIG. Voilà, donc c'est la direction qui est prise. La solution est live. Il y a des premiers clients et de services usagers, mais d'un point de vue, on va dire, par rapport à ta problématique de data et de respect de contraintes, voilà, ça fonctionne. Et ça fonctionne pour des assureurs américains qui sont extrêmement stricts. Et donc, The Car Voice, maintenant qu'on a ce panorama, qu'on comprend le contexte et un des premiers marchés qui est donc le marché chinois, mais donc tu travailles maintenant avec d'autres assureurs en Amérique latine, tu me disais au Moyen-Orient aussi, mais donc tu peux nous parler donc de ton entreprise et après on rentrera plus en détail dans la santé embarquée. Ouais, donc si on revient un peu sur ce qu'on fait, la santé embarquée, c'est vraiment l'idée que, je pense qu'il maintenant devient bien prévalente dans le monde de l'industrie, c'est que l'assureur n'est pas là pour seulement payer un claim quand effectivement le client a un problème, mais est là au quotidien avec une approche servicielle pour amener de la valeur à ses clients. Et ça, de la valeur santé, c'est-à-dire vraiment la première chose sur que l'assureur amène à ses clients, c'est je vous aide au quotidien avec votre santé, que ce soit être en meilleure santé, donc meilleur comportement santé, on va dire préventif, soit tout simplement quand effectivement vous avez des symptômes, vous avez un besoin d'accéder à des spécialistes, etc. Comment faire en sorte que ce soit le plus facile possible pour mes clients. Et c'est l'assureur, le produit d'assurance devient plutôt quelque part, il est caché derrière cette offre servicielle. C'est plus du tout le cœur de l'offre. Et ça a la valeur de pouvoir beaucoup mieux segmenter et positionner des offres produits pour différentes populations parce que les gens n'ont pas du tout les mêmes besoins de santé, les mêmes besoins serviciels, et donc de rentrer dans une autre relation. Bien entendu, derrière, ça c'est fait pour plus vendre, parce qu'au lieu de vendre juste une assurance, plus du service et c'est plus attractif, mais aussi de créer une relation client au jour le jour, donc de garder la rétention client, et puis après de mieux comprendre ces profils des assurés, le profil de risque, et puis influencer, bien entendu, à un moment donné, sur la claim, sur ce qui peut se passer. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. Et on amène nos solutions sur mobile dans les apps des assureurs où est-ce qu'ils veulent engager leurs clients. Et on a souvent envie d'ajouter des services à l'offre créée par un courtier ou à l'offre créée par un assureur si l'assureur vend en direct. Mais ce qui est le plus difficile, c'est l'intégration, le fait que ça marche, que l'assuré puisse facilement accéder à ce service. C'est ça que ton entreprise permet, ça devient très facile pour l'assuré final de justement accéder à tous ces services. Oui, c'est ça. C'est que le fait d'avoir opéré en Chine, on est dans des marchés où le mobile est vraiment partout et les gens sont habitués à accéder à n'importe quel service. Voilà, c'est instantané. Donc ça force naturellement à créer des expériences clients qui soient extrêmement simples, qui soient complètement intégrées, où vous n'avez pas, si vous avez accès à un service de télémédecine, un service pour vous accompagner sur votre stress, etc. C'est que voilà, en un clic, vous avez compris en fonction de quel est votre profil, quel est votre intérêt, qu'est-ce que vous voulez, votre problématique, directement vous avez accès à ce service-là sans avoir de problème de login, tout est seamless comme on dit en anglais. Donc ça, mais ça reste quand même une nouvelle tendance pour les assureurs de faire ça, de rentrer dans cette logique-là. Alors tu me posais la question en dehors de Chine, mais je pense que vous avez tous peut-être entendu parler de ce qu'a fait Generali ici avec Vitality, un programme d'engagement santé, qui en fait était un peu le début de cette combinaison de serviciel, santé et assurantiel, et ça remonte à une dizaine d'années. Ça vient d'un assureur sud-africain, Discovery, qui a créé ça au départ pour l'Afrique du Sud et qui ensuite a licencié son programme Vitality dans le monde entier à différents assureurs. Generali ici en Europe, Ping An en Chine. Et ça, c'est vraiment autour de la problématique plutôt d'activité physique. Le plus vous êtes actif physiquement, le plus vous allez être récompensé, avoir des discounts sur vos primes. Donc c'est très, on va dire, très limité en termes d'offres. Ce qui a beaucoup changé sur les 3 à 5 dernières années, c'est ce boom de santé digitale où il y a maintenant effectivement plein de technos qui sont intéressantes pour aider les gens au quotidien avec leur santé.
Et donc, comment en tant qu'assureur ou courtier, vous pouvez amener une combinaison de services qui va être pertinente pour les différentes populations de clients que vous servez. Hyper intéressant. Merci. Et ça fait un peu un écho à une conviction qu'on a chez Sénat, qui est le produit d'assurance, les garanties et le prix doivent être fortes pour le client, mais c'est qu'une seule partie de l'expérience client. Et en fait, si on n'a que le produit, j'irais même jusque dire ça ne sert à rien. Et donc, toi, tu pousses la chose plus loin, qui est, c'est pas uniquement l'expérience client de j'achète mon produit d'assurance et je peux facilement déclarer un sinistre. C'est en fait, on doit emmener une offre de service à nos clients. Et il se trouve que dedans, il y a un produit d'assurance pour payer une partie de ces services. Mais finalement, ma campagne marketing, c'est du service, du service, du service. C'est là où tu vois avancer le marché. Exactement, ouais, exactement. Et je pense qu'en Chine, ça a démarré déjà depuis en Asie, probablement avant des marchés plus matures, parce que à la fois ces marchés qui sont beaucoup plus dynamiques, en très très forte croissance, donc ça veut dire qu'il y a un train d'innovation et donc les acteurs avancent et n'ont pas le choix d'avancer. Le besoin autour de la santé est plus fort, c'est-à-dire que souvent c'est des marchés où l'accès aux soins est plus difficile, où les gens se sentent un peu plus en besoin d'être accompagnés. Mais ce sont aussi des problématiques qu'on voit qui sont de plus en plus prévalentes aussi sur des marchés matures. Et c'est une question juste de temps pour que les marchés matures se mettent à adopter ça. Nous, on travaille maintenant avec principalement 5 grands groupes d'assurance comme Prudential, MetLife, Generali. Et on travaille avec eux sur un certain nombre de marchés émergents, comme tu disais, jusqu'en Amérique latine. Parce que ce sont des marchés qui sont beaucoup plus... c'est beaucoup plus rapide d'exécuter, c'est des marchés qui sont captifs, avec une volonté d'amener maintenant ça sur des marchés matures. Là, j'étais juste aujourd'hui au Portugal avec un grand groupe d'assurance européen qui ont 30% de part de marché en assurance santé au Portugal, donc autant dire qu'ils sont très gros. Et ils ont déjà une offre intéressante servicielle. Voilà, ils veulent passer à une autre étape. Elle n'a pas encore devancé le produit d'assurance. Pas encore devancé, et d'un point de vue aussi digitalisation, ils sont encore, c'est encore pas au niveau de ce qu'on peut voir en Asie. Donc ils sont très intéressés pour travailler avec nous. Et puis surtout après, c'est un point d'ancrage pour leurs autres marchés. Ils veulent répliquer leur savoir-faire. Donc nous, on va les accompagner à upgrader toute l'expérience digitale, client, unifié, et puis ensuite de pouvoir les accompagner sur d'autres marchés, et entre autres en Asie. D'accord, super, merci. Si on revient sur le plan humain, on parle un petit peu de la Chine, culture passionnante et très différente de celle que nous on connaît ici. Là, je parle de l'humain dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, dans tes équipes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, parce que tu as aussi des équipes en Europe. Comment est-ce que tu as fait ce pas et quelles sont les grandes différences? Et après, bien sûr, on va parler des clients. En fait, les fondamentaux de management en Chine sont extrêmement différents. C'est souvent assez dirigiste. Le patron, le laoban, comme on dit en chinois, voilà, il dit et les gens exécutent. Ce qui fait que dans un certain nombre de contextes d'entreprise, il y a très très peu de feedback. Et ça peut être un souci, parce qu'effectivement, le patron, évidemment, n'est pas omniscient. Et sans cette culture d'ouverture, de feedback, et puis quand on parle d'un patron, c'est peut être aussi des patrons d'unité dans l'entreprise. Donc du coup, les gens peuvent ne pas se parler ou peuvent se parler. Donc ça, on va dire, c'est plutôt le modèle traditionnel chinois qui fait que ça peut être compliqué dans un certain nombre d'entreprises. Dans toutes les entreprises tech chinoises, comme entendu parler souvent des Tencent, des WeChat, etc., je veux dire, ils ont éclaté quand même pas mal ce modèle-là. Et forcément, quand on est une entreprise plutôt internationale, on est 3 cofondateurs, on a tous des backgrounds plutôt internationaux. La culture qu'on a développée au sein de la boîte était une culture beaucoup plus, comme on peut le voir ailleurs, beaucoup plus ouverte, et ligne de management flat, tout le monde peut avancer, etc. Mais là où c'est vraiment excellent, en tout cas l'expérience d'avoir monté une boîte en Chine était vraiment très forte pour ça, c'est l'agilité des équipes chinoises, l'efficacité des équipes chinoises. C'est-à-dire que la logique est plutôt à faire
à travailler. Alors nous, on n'est que sur des plans à 12 semaines, grosso modo, 3 mois. Tous les 3 mois, on a des plans et on revoit ça toutes les 4 semaines, on réajuste. En général, les gens, il n'y a pas de planification beaucoup plus loin, donc ça aussi, c'est limite. Mais voilà, c'est plutôt tu avances bien en tête et tu ajustes au fil du temps. Et donc ça, c'est une force de traction et d'avancer. Et le fait de l'agilité est plutôt sur le fait de savoir très facilement changer de voie si voilà, les résultats ne sont pas là, si on voit bien que c'est des difficultés fondantes, ou il y a telle opportunité, et hop, on avance. Donc ça fait que les modèles, finalement, s'enrichissent très très vite. Les entreprises innovent beaucoup et vraiment capturent des opportunités qu'elles ne peuvent pas le faire, je pense, dans d'autres marchés. Donc, au final, une modernité comme on peut l'entendre en Europe et aux États-Unis sur les modèles de management est vraiment réelle en Chine aussi. C'est pas comme on l'entend, comme on pense que ça pourrait être. Tu as pu opérer de façon moderne. Et donc maintenant, si on parle enfin, et donc dernier client, dernière petite question avant de prendre des questions de notre communauté ici. Si on parle des clients. Donc, tu as vendu ta solution à des grands comptes et j'imagine de plus petits comptes, mais dans le monde entier. Est-ce plus facile, finalement, on pourrait se dire c'est impossible, mais est-ce plus facile de vendre une solution à un assureur en Chine ou en Europe ou en Amérique latine? Et on sait que c'est dur de vendre aux assureurs, donc c'est plus facile où? Bon, clairement, en Europe, le vrai souci, et on a eu un peu des FORBD, on commence juste à en remettre, c'est le temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous avez un prospect qui s'intéresse à ce que vous faites, vous allez peut-être pouvoir le rencontrer toutes les 3-4 semaines. Ce qui fait qu'à l'opposé, en Asie ou dans les marchés émergents, vous allez pouvoir vous voir 1 ou 2 fois par semaine, donc ça va beaucoup plus vite pour faire ce qui est nécessaire pour mettre sur un deal. Donc là, vraiment, la difficulté de temps, c'est vraiment lent, ce qu'on sent en tout cas quand on deal en Europe. Mais vendre à un Chinois, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que ils sont extrêmement exigeants, il y a vraiment une prépondérance de l'offre technologique, software. Vendre sur un PowerPoint, ça ne marche pas. Et ce qui peut être difficile quand on est une startup, puisqu'on a forcément à chaque fois, ou en tout cas, on vend ce qui va arriver ensuite. Donc c'est extrêmement exigeant et d'un point de vue prix, sensibilité prix, elle est très forte aussi. Du coup, nous, à un moment donné, ce qui s'est passé, on a décidé de faire notre MGA en Chine pour ne pas avoir besoin de vendre notre tech à des acteurs chinois principalement, que ce soit plutôt notre MGA qui l'utilise. En revanche, à l'étranger, et entre autres sur les autres marchés émergents en Asie, dans ce qu'on a mentionné, on est plutôt sur des prix où on va vendre 4-5 fois plus cher que ce qu'on vendrait en Chine. Et on reste quand même sur des dynamiques de marché, en tout cas dans les émergents, voilà, ça avance vite. Là, on fait des super trucs en Amérique latine avec Prudential. Au Moyen-Orient, on avance aussi assez bien. Donc voilà, on a hâte de pouvoir aussi trouver des façons d'avancer plus vite en Europe, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. C'est dur, donc nous sommes les plus lents. Voilà, pour l'instant, c'est le tour du monde et nous sommes les plus lents. Pour l'instant, c'est le cas. Mais je pense qu'il y a des facteurs à la fois. Les marchés sont probablement plus gros, plus établis. Le changement voilà, prend plus de temps. Okay. Donc c'est maintenant, il faut y aller. Un grand merci, Sébastien. Vrai panorama de l'opportunité entrepreneuriale en Chine, c'est énorme, c'est loin, mais visiblement c'est possible. Sur la santé embarquée aussi, et notamment sur l'importance des services qui vont devenir, et nous le pensons aussi chez Sena, la qualité de l'offre, pas l'offre assurantielle, mais l'offre globale de comment on s'occupe d'un client, encore plus importante que le produit d'assurance. Et in fine, qu'il faut qu'on se bouge un peu en Europe pour arriver à moderniser nos produits et moderniser nos offres. Est-ce qu'on a des questions dans le cinéma pour Sébastien, si présent, ou des commentaires? Ou est-ce que quelqu'un a déjà parti entreprendre en Chine et nous dira non, c'est faux? Rodolphe, tu veux le micro? Merci Sébastien.
Moi, j'avais une petite question. J'avais lu des articles à l'époque qui parlaient de rapt de CEO. Ils ont kidnappé Jack Ma. Tu vois, pour nous, c'est comme si on kidnappait Henri de Castries. Tu vois. Il revient avec des hématomes 3 semaines plus tard et dit bon les gars, ça se passe bien, mais je vais quand même vous présenter Jacques de Peretti. Tu vois, est-ce qu'il y a des sujets comme ça et est-ce que c'est des choses que tu as vues? Donc ça, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité pour les dirigeants d'entreprise. Est-ce que c'est pour ça que tu es ici ce soir? Écoute, depuis que j'ai quitté la Chine, je dirais qu'il y a une épée de Damoclès en moins. Parce que quand tu es entrepreneur, forcément, tu prends des risques, tu as un certain nombre de choses. Donc, voilà, tu sais que tu peux être exposé. Justement, il y a bon, dirigeants d'entreprise, sportifs, enfin, je veux dire, on a entendu un certain nombre de choses et c'est une réalité. Le fond de ça, c'est souvent, en tout cas, moi je vois ça d'un côté un peu bienveillant, et alors souvent les gens disent tu as passé trop de temps en Chine, mais c'est souvent que c'est vraiment pour remettre les gens dans le cadre. Et entre autres, bah voilà, il y a une. C'est sûr que ça recadre. Ça recadre. À un moment donné, voilà, tu sors, c'est assez voilà. pause, c'est comme sur un terrain de hockey, tu vois, on te met en pause pendant quelques temps, tu réfléchis quand on est sur des marchés comme la Chine, en fait, il y a une vraie volonté à laisser l'entrepreneuriat aller, à déréguler, jusqu'à ce que les gens vont trop loin. Et quand ça va trop loin, c'est là où le coup prêt tombe. Et ça peut faire mal. Il y a eu tout un crackdown là, sur la tech chinoise depuis maintenant, ça fait un an et demi que ça dure, du gouvernement, parce que les techs locales ont pris une position beaucoup trop forte, un peu comme ce qui se passe, qu'on entend ici avec les GAFA, etc. Mais ils le font pour de vrai, là. Je veux dire, ils les mettent à genoux pour de vrai. Donc tu as ce risque-là. Juste dans notre communauté internationale, il y a eu, je ne sais pas, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, mais il y a 3-4 ans, il y avait une boulangerie qui a été directement exposée pour une histoire de date. Donc les farines qu'ils utilisaient, elles n'étaient pas périmées, mais il y a une date qui est best before, donc une espèce de période intermédiaire. Et une partie du management a été un petit peu en prison. Une personne qui était GM s'est retrouvée pendant 3 ans, pas pouvoir sortir de Shanghai, pendant 3 ans, une Française. Voilà, donc c'est des choses où voilà, tu es entrepreneur en Chine, tu te dis, donc nous, les sujets, c'est plutôt sur la data, parce qu'il y a une régulation en Chine, ils font attention, et surtout depuis 2-3 ans, ils font beaucoup plus attention. Donc de temps en temps, on avait par exemple des gens du gouvernement qui appelaient mon CTO, enfin qui nous appelaient pour savoir un peu, on avait l'impression que c'était des ballons d'essai, quoi. Ils voulaient un peu comprendre comment on faisait, et mon CTO qui était en première ligne, il dit, ah tiens, je viens d'avoir encore un coup de fil du gouvernement, je leur expliqué ça et ça, bon, ils ont l'air d'être satisfaits. Je vais continuer à gérer. Voilà, maintenant, je suis content de ne pas être sur place s'il y avait un souci. Donc finalement, le contrôle de la CPR, ça va. D'autres questions? Bon, ben, un grand merci Sébastien. Ah si, pardon. Bonjour, Stéphane Saval. Très intéressant votre discours sur notamment l'assurance embarquée. L'assurance embarquée, donc on est bien d'accord que c'est la mise en place d'une offre de service avec derrière de l'indemnisation sur un programme, quel qu'il soit. Ça peut être de la santé ou autre chose. Ça ouvre peut-être la porte à d'autres types de distributeurs, justement. Est-ce que ce n'est pas l'opportunité pour des distributeurs non professionnels de l'assurance de distribuer des choses et de façon beaucoup plus opérationnelle que la partie servicielle, assurantielle classique? Non, effectivement, moi je faisais référence à la santé embarquée, mais vous avez raison aussi sur l'assurance embarquée. Donc la version santé embarquée, c'est quoi la proposition de valeur initiale est sur une offre servicielle santé. Et là, vous avez tout à fait raison, c'est que des acteurs non traditionnels de l'assurance peuvent devenir vraiment pertinents pour amener ça à leurs clients. Nous, pour pouvoir démarrer nos relations avec les assureurs, on a commencé par lancer des assurances santé pour des populations spécifiques. On a créé une assurance santé pour les startups. C'était genre il y a 3-4 ans, je pense que par exemple, Alan, à ce moment-là, démarrait plus ou moins ici. Une assurance santé pour les sportifs, une assurance santé pour une famille avec un jeune enfant et comment accompagner le jeune enfant dans ses 3-4 premières années autour de ces problématiques de santé. Et donc, du coup, quand vous travaillez sur ces offres-là, on va dire combinaison servicielle santé, ça ouvre effectivement des canaux de distribution qui sont complètement différents. On a travaillé avec WeWork, notre offre de santé pour les startups, etc., était bien sûr intégrée au sein de l'app WeWork, de leur communauté, pour que les gens directement souscrivent. Donc voilà, ça change les modes de distribution. Oui, on voit ça chez Sénat, notre rôle est d'aider les courtiers dans leur quotidien et énormément d'innovation où
des courtiers poussent des opportunités auprès de distributeurs dans toutes les lignes de métier finalement, en disant bon ben aujourd'hui vous êtes dans le retail, vous êtes dans la santé, vous êtes dans autre chose, vous pouvez en même temps ajouter à votre service ou à votre produit de l'assurance. Et c'est une thèse, enfin c'est même plus une thèse, c'est la réalité aujourd'hui du terrain. Je pense qu'on le voit dans toutes les innovations de canaux de distribution de l'assurance. Et par contre, on ne le voit pas, peut-être qu'on ne le réalise pas énormément sur les offres de santé. Vendre en France, je parle la santé en même temps que les autres services. Donc ce sera très intéressant de voir ce qui se passe à l'étranger et d'arriver à ramener ça ici, sachant qu'il y a des régulations, de la réglementation très, très particulière autour de la distribution de santé. Mais écoutez, on verra où on peut demain souscrire à de l'assurance santé ou l'assurance qui est directement incluse dans d'autres services. Bon, mais merci beaucoup Sébastien. Merci à vous, merci Bravo. à toi. Donc je vais donner... Didier va se présenter et nous parlera d'énormément de choses, mais un tout petit peu de contexte. Un grand merci Didier pour votre présence ce soir avec nous. Merci à vous. Et donc toute l'idée est aussi de se dire, je suis courtier en assurance. C'est vrai qu'au quotidien, je dois quand même pas mal négocier, tout le temps. Négocier mes produits d'assurance avec mon assureur, négocier mes renouvellements, chaque détail de contrat, mais aussi négocier des situations difficiles en gestion de clientèle. Et donc on s'est dit, sortons un petit peu la tête de notre guidon quotidien dans nos négociations et voyons comment c'est fait avec grande expertise ailleurs. Et donc Didier, je te passe la parole et merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Didier Guéguin, je suis fonctionnaire de police, toujours en activité depuis 30 ans. J'ai commencé ma carrière en tant que CRS pendant 8 ans. Et puis, j'ai passé les habilitations pour entrer au GIPN à l'époque, qui sont devenues les antennes RAID il y a 5 ans. Je suis resté 13 ans au RAID et on a double casquette très souvent au RAID. C'est-à-dire que, à part la maison mère à Paris, comme le GIGN d'ailleurs, on peut être tireur d'élite, on peut être à l'EFRAC, c'est-à-dire casser les portes, on peut être négociateur ou maître chien. Et donc j'étais opérateur et après quelques années, je me suis spécialisé dans la négociation de crise. Qu'est-ce que c'est que la négociation de crise? Elle est née dans les années 1972 suite à la prise d'otage à Munich par un groupe terroriste qui s'appelait Septembre Noir, un groupe terroriste palestinien. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Des athlètes israéliens ont été pris en otage. La négociation a été tenue par les plus hautes autorités du pays, des commissaires, des ministres, le président du CIO de l'époque. On verra que dans les principes de négociation, règle numéro 1, le chef ne négocie pas. D'accord ? On verra un petit peu avant, on expliquera pourquoi. Donc ça a été un fiasco. L'assaut a été fait par des fonctionnaires qui n'étaient pas entraînés à ça. Ça a été là aussi une erreur monumentale. Les groupes d'intervention n'existaient pas à l'époque. Tous les preneurs d'otages ont été tués, mais les otages également. Il y a une vague émotionnelle dans le monde entier. Et puis on en a tiré des conséquences. On est nul. On ne sait pas communiquer avec des individus en crise qui ont la haine ou qui ont peur ou qui sont en colère. Donc comment faire? Et les premiers à s'être intéressés à la négociation de crise sont les Américains, notamment du SWAT, qui ont été cherchés du côté de l'université de Palo Alto, qui étudiait justement la communication et notamment avec les individus, on va dire les complexes. Voilà. Ce sont des individus, parfois comme vous et moi, qui ont explosé émotionnellement, qui pètent un plomb. Mais après, comment on va faire pour revenir à de meilleurs sentiments? Comment on va faire pour réguler leurs émotions, pour qu'ils puissent enfin entendre ce qu'on a nous aussi à dire? Voilà, c'est ça la négociation de crise. C'est réguler les émotions de l'autre. Évidemment, avec les profils psychotiques, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils ont des phases de décompensation. On va faire en sorte de niveler leurs émotions. Mais la négociation de crise, c'est ça. Et un psychologue du FBI américain s'est inspiré de tous les grands principes sociologiques et psychologiques
que vous utilisez au jour le jour, mais que parfois on oublie, pour en tirer un enseignement, et notamment l'escalier de changement comportemental qu'on va détailler un petit peu plus un petit peu après. Alors, la négociation de crise telle qu'elle est aujourd'hui, elle est utilisée dans tous les groupes d'intervention, quasiment dans le monde, que ce soit le GIGN, le RAID, ex-GIPN, maintenant ce sont devenus les antennes RAID, un petit peu partout en province, la BRI, etc., etc. Les profs s'y sont mis. On nous demande d'intervenir aussi pour les maires, puisque les élus maintenant sont de plus en plus agressés. Bon, on nous demande d'intervenir aussi dans les écoles. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de demandes, mais ça va venir parce que là aussi, ils ont de plus en plus de problèmes avec leurs élèves. Alors, il y a deux approches. L'approche linéaire, qui est plutôt anglo-saxonne. Vous l'avez vu dans les grands blockbusters américains, comme Dos au mur ou Le négociateur. Il y a toujours une petite guéguerre entre le groupe d'intervention et le groupe négociation pour savoir qui va intervenir, qui va réussir, qui va gagner la partie. Ça n'existe pas dans le système français, puisque nous, c'est un système parallèle qu'on utilise. Ce système parallèle est un échange permanent d'informations. C'est-à-dire que le groupe d'intervention travaille avec la négociation et vice-versa. Puisque je suis opérateur, c'est-à-dire que dans une antenne du RAID, s'il n'y a pas de négociation possible avec un individu, s'il ne veut pas parler au négociateur, je reprends ma cagoule et mon casque lourd et je repars dans la colonne d'assaut. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette petite guéguerre qu'il peut y avoir, des guerres d'ego parfois. On travaille tous ensemble. Il y a donc un échange d'informations qui va s'opérer en permanence. Et il n'y a pas, à la fin de la négociation ou de l'intervention en tout cas, il n'y a pas une entité qui va dire c'est nous qui avons réussi ou c'est l'autre qui a réussi. Non, c'est l'équipe, c'est la team qui a réussi. Et après, on débriefera pour voir s'il y a des choses qui ont été ou pas. Mais en attendant, on travaille tous ensemble. Ça veut dire que le binôme qui est à l'effraction, par exemple, à la porte, qui entend des choses à l'intérieur, si ces choses peuvent intéresser la négociation, doit faire remonter les informations. Mais le négociateur qui entendrait des choses par l'individu, qui lui dit peut-être au téléphone, je vous préviens, si vous entrez, le premier qui rentre, je le bute, je suis chasseur, j'ai 2 fusils de chasse et une centaine de cartouches. Ça, c'est une information qui doit être tout de suite relayée via le chef opérationnel au binôme qui est à l'effraction. Il doit savoir que potentiellement, quand il va ouvrir la porte, il sera accueilli par du calibre 12. Bon, c'est pas très rationnel non plus de rentrer quand même, mais il faut bien que quelqu'un y aille. Donc, la négociation de crise, on s'en sert quand? Nous, c'est pour tout ce qui est forcené retranché, suicidaire dangereux. Les cas d'enlèvement en France, il n'y en a plus. Il y a encore des prises d'otages, mais ce qu'on n'a plus, ce sont des demandes de rançon, prises d'otages avec demande de rançon. Il y a, oui, des enlèvements, mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon policier du saucissonnage. C'est les cadres d'Air France par les salariés. C'est Bernard Tapie, il y a peu, qui s'est retrouvé chez lui. Donc, c'est saucissonné, ils sont attachés par du Chatterton, par de la corde, pour avoir de l'argent, mais immédiatement. Bijoux, code du coffre, etc., etc. Et puis, il y a Bernard Magret, qui possède 40 châteaux dans le Bordelais, qui a lui aussi été molesté en bas de chez lui. Il faut savoir que dans tous ces cas-là, il n'y a pas de demande de rançon, parce que ça ne dure pas longtemps, mais qu'en plus, il y a toujours une recherche d'influence permanente dès le départ, qui est la violence. Voilà. Pour montrer la détermination, il faut que ça aille vite, donc il y aura forcément des coups portés. Voilà. Et puis la dernière en date, une qui a défrayé la chronique de ce saucissonnage, c'était la grande cantatrice américaine, Kim Kardashian. On ne sait pas ce qu'elle fait, donc en tout cas, elle a été saucissonnée dans un hôtel particulier pour les bijoux qu'une grande marque de joaillerie lui avait prêté. Les phases de négociation, donc on l'a dit, échange d'informations permanent entre la négociation s'ils apprennent des choses et puis le groupe tactique. C'est le chef opérationnel qui décide de la tactique. Mais systématiquement, on utilise la négociation. Pourquoi?
parce qu'elle réussit dans 80% des situations de crise. On négocie aussi avec les terroristes. On négocie avec les pires crapules. Dans certains cas, on négocie en sachant qu'il n'y a pas d'issue positive. Par exemple, avec les terreaux, depuis l'affaire Mera, on sait qu'avec ces personnes jusqu'au boutiste, on sait très bien ce qu'ils veulent. Ils veulent la mort. Bon, ça tombe bien. Mais ils vont nous apprendre des choses. Ils ont un besoin de parler. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on va recueillir des informations qui vont peut-être servir à la DGSI, etc., sur comment ils ont fait pour avoir de l'argent, comment ils ont obtenu des armes, est-ce qu'ils se sont entraînés dans un autre pays, etc., etc., comment ils ont fait pour aller s'entraîner. Tout ça, ce sont des informations qui sont hyper importantes. Donc, on négocie avec tout le monde, même avec les pires crapules. Et puis, je vous le disais, c'est très souvent avec des gens rationnels. Ça veut dire aussi que là, on est dans un autre chapitre, mais vous avez très peu de psychotiques. Ça veut dire que la quasi-totalité des gens, là on parle de plus de 70%, ce sont des gens comme vous et moi, qui ont explosé. Donc on le sait, nous, on va niveler les émotions pour pas qu'ils explosent encore plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans leur vie, il y a eu une fragilité à un moment donné, ça peut être la mort d'un proche, un divorce, le chien du voisin qui n'arrête pas d'aboyer. Vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis un jour, hop, on sort le fusil, on tire en l'air ou on tire sur le voisin. Et là, on est dans un engrenage. Quand on arrive sur place, la motivation du négociateur, c'est de faire en sorte qu'on s'arrête à ce niveau-là et qu'on fasse redescendre cette colère ou cette haine qu'il a pour le voisin. La phase de résolution tactique, elle est voulue soit par le sujet, lui-même qui décide de sortir et de se battre, ça arrive, ou alors qui dépose les armes, ou alors le chef opérationnel qui donne carte blanche au groupe d'intervention, par exemple, s'il y a à un moment donné une seconde où ils peuvent intervenir, eh ben, ils vont y aller. Et là, on va se servir de la négociation, des fois pour faire diversion, enfin, c'est pas bien de dire ça, mais là, ils ne vont pas demander l'autorisation. Il y a une fenêtre, hop, on rentre, et on y va. La négociation peut aussi se mettre au service de la tactique, dans certains cas. Donc, on en revient au principe de la négociation. Le chef ne négocie pas. Le chef est l'autorité décisionnaire. Il ne peut pas tout faire. Il y a un effet tunnel qui s'exerce sur lui aussi. Lui, il est focalisé sur la crise, mais il va peut-être gérer aussi les autorités. Et puis peut-être la presse, et puis le politique. Donc il ne peut pas tout faire, ce n'est pas un homme orchestre. Et puis en plus, ça renforce l'inflation narcissique du sujet en crise. Ah, je parle au chef, donc je suis un bonhomme. Et puis en plus, quand on est chef, c'est plus difficile de dire « Ben non, je ne peux pas t'obtenir une voiture, c'est compliqué. » Ben non, tu es chef. Donc on va toujours se servir de petites autorités successives, de petits chefs pour dire, bon, il faut que je demande aux autorités, ça prend du temps, c'est compliqué. Ou alors, le grand commandant ou le grand commissaire, ils sont en panique parce que là, voilà, on peut se servir du chaos lié à la crise pour gagner un petit peu de temps. Alors ça, ce sont des tableaux de situation. Je pense que vous en avez aussi. Il y a des parallèles énormes à faire avec la négociation commerciale. Qu'est-ce que ce sont les tableaux de situation? Ce sont des tableaux, bon là c'est un PC de riche. Hein. La moitié du temps on négocie, on est dans une voiture, dans un placard à balai. Hein. On a plutôt un petit carnet. Mais en attendant, on va faire des tableaux de situation pour noter tout ce qui est important avant même d'aller prendre la parole. Ça veut dire qu'on va noter tout ce qui est peut-être important et qui va nous aider à négocier. Positif, négatif, les demandes qui ont été faites, les revendications. Il va y avoir le chrono, tout ce qui se passe au fil de l'eau, de manière à ce que s'il y a une autorité qui rentre dans le PC, il sache exactement tout ce qui se passe. Et puis parce qu'il va falloir peut-être aussi gérer des parasites qui vont grenouiller autour du PC crise. Les parasites, chez nous, c'est les médias. Et si on ne leur donne pas du grain aux médias,
ils vont inventer des informations parce qu'ils ont besoin de donner des informations. Donc de temps en temps, il faut leur donner des informations, sinon ça peut être assez catastrophique. Sur une prise d'otage, les médias m'ont aidé et quelques minutes après m'ont desservi. Donc on peut s'en servir, mais il faut faire très attention. Je vais vous la raconter après. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre sur ces tableaux qui peuvent nous servir? Eh bien, j'ai dit positif. Ben, c'est du basique et vous le connaissez, c'est les grands principes, puisqu'on utilise la courtoisie dès le départ. Ben, on va se servir de la famille. Les parents, les enfants, quel âge ils ont, combien il en a. Ils vont à l'école, c'est bien, super. Parce que peut-être que moi, je vais me servir de mon vécu, de mes émotions, pour créer un lien avec la personne. Si c'est parce que c'est un divorce qui se passe très mal, qu'il a pété un plomb, il a des enfants, je peux lui dire, bah, tu sais, moi aussi j'ai 2 enfants, je me mets à ta place, il va certainement m'insulter et me dire, j'en ai rien à foutre de ce que toi tu penses. Oui, mais moi je suis en train de créer un lien en attendant. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, on va pouvoir ensemble créer on va essayer de chercher un effet miroir, hein, mais on va pouvoir devenir... je deviens un petit peu sa bouée de sauvetage. La seule personne qui va pouvoir l'aider. Il s'est mis dedans, à un moment donné, il ne sait plus comment en sortir. Je dois devenir son seul interlocuteur. Le seul à qui il va demander finalement, bon alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça, cette dernière marche, c'est quand on a vraiment utilisé toutes les marches de l'escalier de changement comportemental qu'on va voir. Donc dans le rouge, évidemment, on va mettre tout ce qui est négatif. Divorce, alcoolisme, il est connu du service de police, connu des services psychiatriques, il a des antécédents de violence, il prend des cachets, il est alcoolique, c'est un ancien militaire, donc pour nous ça peut être problématique. C'est un chasseur, donc il peut avoir des armes. C'est un breton, donc... Non, rigolez pas. Il ne faut pas rigoler là. Bon, breton, alcoolique, chasseur, ok. Donc, ouais, il y a des choses comme ça qui peuvent nous desservir. Il va falloir faire très attention à certains types d'individus, évidemment. Et puis après, les demandes, et tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il n'a pas dit, etc., etc. Ça va nous servir, nous, pour communiquer avec lui, parce qu'on a tous ces éléments-là. Dans un PC négociation de riches, donc le plus souvent Paris et puis le GIGN Satori, on va avoir un négociateur 1, un négociateur 2, le psychologue. Le psychologue, lui, il est là juste pour donner un avis sur la pathologie que peut avoir l'individu et peut-être donner des pistes de travail. Pas parler de sa famille, au contraire, parler de sa famille, etc. Le coordinateur qui fait en sorte que tout se passe bien dans le PC crise. Le superviseur qui va gérer tout ce qui se passe dans le PC crise et les parasites extérieurs. Et puis le chrono qui, lui, note tout sur les tableaux, au fil de l'eau. Ce qui est important, c'est le négociateur 1 et le 2. Ça, c'est ce qu'on va retrouver la quasi-totalité du temps, parce que le reste, c'est quand la crise dure vraiment plusieurs jours. Le négo 1 et négo 2, c'est ce que vous devez avoir, vous, pour vos grandes négociations commerciales. Le négo 1, c'est celui qui est à la voix avec l'individu. C'est lui qui parle avec lui. Il gère ses émotions, il gère les émotions de la personne. Il est dans le match. Il est dans le match, on dit qu'il est en écoute active à 100%. Mais des fois, il y a des choses qui peuvent passer, qu'il n'a pas entendu, ou qu'il a entendu avec son vécu. Et le négociateur 2 qui est à côté, qui ne fait rien d'autre que d'écouter, va peut-être entendre quelque chose qui est très intéressant. Et quand il y aura un cut, parce que l'individu l'a décidé, ou parce qu'on est tous fatigués, qu'on dit on se rappelle dans une demi-heure, on boit un café, ça marche comme ça, hein, ça marche comme ça, vraiment. Et ben on en discute avec le négo 2, on lui dit qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, tout à l'heure il a parlé de sa fille, il a l'air vachement dans l'émotion quand il en parlait, tu aurais pu rebondir dessus. Ah bon, moi je ne m'en suis pas rendu compte. C'est à ça qui sert le négo 2. À entendre des choses que vous n'entendez pas forcément. À voir des choses, quand on est en visuel,
qu'on n'a pas vues et sur lesquelles on peut rebondir. Donc il a un rôle primordial dans la prise d'otage que je vais vous raconter. Il a servi. Sans lui, j'y serais encore. Donc quand on peut toujours avoir un ego 2. Et puis tout simplement, si l'individu il n'aime pas ma voix ou ma façon de parler, il peut tout simplement dire je n'ai plus envie de te parler. C'est quelqu'un d'autre qui va prendre la main. Il faut qu'il arrive en connaissant déjà toute l'histoire. Et non pas en arrivant, bon, tu peux me rappeler ton nom? Relation de confiance complètement fracassée. Donc il connaît déjà tout. Alors, l'escalier de changement comportemental, l'escalier émotionnel. Alors, pour le psychologue du FBI, il était parti de l'écoute active. On va se servir de l'empathie, la reconnaissance de l'autre pour créer une relation de confiance. Donc moi, si vous voulez, je l'ai détaillé depuis le tout début de l'Inter, ou la négociation commerciale. Avant même de se mettre à la table des négociations, on doit tout connaître, j'allais dire de l'adversaire, de l'entreprise avec laquelle on va négocier. Et on reprend les tableaux de situation. Est-ce qu'on a déjà négocié avec eux? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que leur négociateur était agressif? Est-ce qu'ils pratiquent le one-shot? C'est plus à la mode, hein. Mais bon. Est-ce qu'on va les revoir dans 6 mois, etc. etc., etc. On doit avoir tout le positif et négatif qu'on a eu déjà, qu'on a vécu avec cette entreprise. Nous, les informations, quand on arrive sur place, eh bien, il y a déjà un officier de sécurité qui va nous dire « Bon, ben voilà, on est face à un individu qui a fait ça, sa femme est partie, etc. Il a tué le voisin, il a tué le chien, il a fait ceci. » On sait à peu près tout. Pour autant, on prend tout, mais on se dit toujours que ça, c'est ce que lui a vu ou c'est ce qu'on lui a raconté. Des fois, on est loin de la vérité aussi, hein. Donc, je prends les informations, mais je vais demander quand même à l'individu de me donner son ressenti à lui. Avec tout ça, je vais enfin pouvoir prendre le premier contact. Il n'y en a qu'un. Il ne faut pas se louper. C'est la fameuse poignée de main dans l'itinéraire d'un enfant gâté. Le bonjour. Apprendre à dire bonjour. Bon, c'est un peu ça. Si on se loupe d'entrée de jeu, ce n'est pas terrible. Donc évidemment, ça va être le vouvoiement, la politesse, et nous on est calme. Parce que systématiquement, quand on appelle, nous on se fait insulter. Quand il m'insulte, il communique. Je vais le laisser m'insulter. Il va ventiler ses émotions négatives. Et puis de temps en temps, parce que ça va durer, sur une autre prise d'otage à Météo France, ça a duré 10 minutes, mais dans le flot des insultes, de temps en temps, j'en place une. Monsieur, vous n'êtes pas obligé de m'insulter. Si, parce que tu es un, et hop, c'est reparti. Eh bien, on est en train de communiquer. Mais comme je reste poli, courtois, avec une à peu près calme, eh bien, à un moment donné, il va rentrer dans le jeu. Il va lui aussi baisser d'un ton parce qu'il a fini, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Et on va rentrer dans une communication dite normale. Donc, tout ça, ça se prépare. Il y a une autre chose dont on doit parler aussi, c'est qu'avant même de prendre le premier contact, dans certains cas, il faut déjà se dire « Ok, j'y vais. Si ça foire, je dois me protéger psychologiquement. Sur un suicidaire dangereux, ou si quelqu'un a un otage, je dois me dire « Ok, si ça ne marche pas et que ça finit mal, j'aurais tout fait. Mais c'est un choix que l'autre a fait. Je ne dois pas me dire, c'est de ma faute, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, ou je n'ai pas dit, ou j'ai fait, ou je n'ai pas fait. Non, 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 il faut aussi être capable de faire la part des choses. Parce que sinon, émotionnellement, déjà, on part avec un pas en arrière. Donc, on y va, sachant déjà être capable de mettre ces émotions négatives-là de côté. Ensuite, vous avez tous entendu parler de l'écoute active. Allez, c'est parti. L'écoute active. L'écoute active, c'est à 100%. C'est facile à dire. C'est épuisant. Ça veut dire que si quand on vous parle, prendre des notes, c'est bien, c'est montrer l'intérêt à la personne. Mais il y a une différence entre prendre des notes et feuilleter le dossier. Vous ne pouvez pas dire si je vous écoute.
Non, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez dire. Ça, pour lui, c'est... Il s'en fout. Il ne m'écoute pas. Ou alors il n'est pas sérieux, ou il est déjà en train de préparer une riposte. Ça, dans certains... Alors le téléphone, n'en parlons pas. Le téléphone qui sonne, eh ben, il sonne, on le coupe, c'est fini. Mais si on le sort pour répondre, excusez-moi, je te rappelle plus tard, c'est trop tard. Ça, nous, l'écoute active, c'est ce qui est le plus fatigant et c'est ce qui fait qu'on n'oublie rien. Même s'il y a un Nego 2, mais il n'est pas toujours là, il n'est pas toujours dans la voiture. Des fois, il est dans la colonne parce qu'il n'y a pas assez de monde. Mais si on rate un truc, ça peut être dramatique. Donc, quand je vous dis que c'est fatigant, c'est faut écouter tout ce qui est dit. Et pourtant, tous, vous avez utilisé, à un moment donné, des chevilles dans la vie de tous les jours, hein, pour rendre une communication dite normale. C'est les fameux « non, ouais, je le fais à ma mère, moi. Oui, à un moment donné, ça dévie. On n'est plus à 100%, on est à 80% parce qu'on écoute les infos, peut-être. Et puis on descend à 20%. Et puis à un moment donné, elle vous dit « tu ne m'écoutes pas là ?» Hein, si, trop tard. Vous venez juste de manquer de respect. Si, il n'y a plus qu'à éteindre la télé, revenir à 100%. Mais c'est trop tard, on a montré du désintérêt à la personne. Ça s'entend. Même au téléphone, même derrière une porte. Et ça passe même par la posture. Quand on est désintéressé, même si on ne se voit pas, qu'on est au téléphone et qu'on est allongé dans le canapé, ça va se ressentir. Dans l'écoute active, vous avez l'empathie. L'empathie, c'est pareil, on en parle tout le temps avec le management bienveillant, là. Un baby-foot dans l'entrée, et hop. Non, il est patron, non? L'empathie, c'est reconnaître l'autre dans son univers subjectif. Il pense quelque chose, je ne pense peut-être pas la même chose. C'est pas lui qui a raison, c'est pas moi qui ai tort. C'est qu'on n'a peut-être pas la même vision du monde, on n'a peut-être pas la même vision cérébrale, c'est-à-dire qu'on imagine tous des choses différentes, en fonction de notre vécu. Il va falloir essayer de se comprendre, même si c'est complètement opposé. Parce que sinon, comment je fais pour négocier avec un gars qui se réclame d'Al-Qaïda? Ben, c'est pas possible. Je ne dis pas que je vais essayer de le comprendre. Je dis juste que je vais faire en sorte d'avoir une communication dite normale avec un gars que j'ai envie de brûler. Et pourtant, j'y arrive. Et on va créer un lien. Parce qu'avec un gars d'Al-Qaïda, on était devenus des frères d'armes. Le lien qu'on a créé, c'est... J'étais un combattant du gouvernement, c'était un combattant de la foi. Et puis un autre, il se trouve que on avait été dans le même régiment. Vous voyez, ça part tous azimuts, le lien. Mais dès qu'on trouve un lien, c'est énorme. C'est énorme. Mais ça, bon, vous le savez, dans le monde commercial, on cherche toujours des liens. La reconnaissance de l'autre. On doit reconnaître ce qu'il a fait, même si c'est des bêtises. Il en a peut-être besoin. Qu'on reconnaisse, oui, tu as fait ça, tu as tiré des coups de feu, ou etc. Tu veux que le juge revoie sa copie pour la garde des enfants, etc. On doit reconnaître l'autre, qu'en mettant en colère. Tout ça, ça va aider à créer une relation de confiance. Sous-entendu, tu m'as compris, donc tu vas pouvoir m'aider. Et c'est la seule façon qu'on aura de changer le comportement de l'individu, c'est-à-dire soit il se rend, la reddition, soit il dépose les armes, soit il décide de sortir, soit il dit bon d'accord, mais maintenant je fais quoi? Si on n'a pas créé la relation de confiance avant, si on a zappé plusieurs marches, on n'y arrivera pas. On va dans le mur. Donc on doit se servir de tous ces grands principes sociologiques qu'on utilise quasiment tous les jours pour arriver à créer cette relation de confiance. Alors, je vais revenir sur la prise d'otage. Elle est intéressante parce qu'il y a un petit peu tout dedans. C'était dans une banque à Toulouse. Un gars qui se réclame d'Al-Qaïda est rentré dans une banque CIC avec un jerrycan d'essence, un pistolet. Il a tiré un coup de feu en l'air et il a pris en otage les 2 directeurs et 2 secrétaires. Il se trouve que c'est une banque dans laquelle il n'y a pas forcément beaucoup de monnaie, c'est plus administratif qu'autre chose. On arrive sur place.
On fait un PC crise dans une autre banque qui se trouve 100 mètres au-dessus dans la rue. Et puis la négo commence. Assez rapidement, ça fait déjà 2h30 que la prise d'otage est en cours. On apprend que sa revendication à lui, c'est « je veux me battre avec vous pour venger Mohamed Merah ». Il nous considère comme des assassins parce qu'on a tué Merah, donc il veut se battre avec nous. Ok. On part là-dessus. Il accepte assez rapidement l'échange d'un otage contre 4 pizzas. Les besoins physiologiques, pyramide de Maslow. Je vous dis qu'on se sert de tout. Les besoins physiologiques, c'est la base. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il ne va pas demander des armes, il a déjà un pistolet. Tu as besoin de quelque chose? Les gens qui sont avec toi ont besoin de quelque chose? Ils ont peut-être soif? Ils ont faim? Ouais, on a faim. Ouais, mais c'est compliqué à avoir. Bref, on réussit à obtenir l'échange d'une secrétaire contre 4 pizzas et des sushis. On continue à parler. Il m'insulte assez régulièrement. Il a des problèmes psy, schizophrène. Il a déjà enlevé sa sœur. Enfin bref, il a un passif assez important. Donc il faut faire en sorte de réguler de temps en temps ces crises où il m'insulte. Et puis, ça prend un peu de temps. Là. Donc il m'insulte, il me dit, bon, j'ai faim maintenant. Je dis, bah écoute, oui, ça fait 20 minutes. Je redescends, je vais demander à une secrétaire qui était là, de la mairie. Parce que dans ce cas-là, le maire de Toulouse était là, enfin, il y avait beaucoup de monde, le préfet. Et je lui dis, madame, les pizzas, ça arrive? Elle me dit, oui, ça y est, ça arrive, ça arrive. Je lui dis, ouais, parce que là, c'est 20 minutes, bon, 30 minutes. Là, il remonte dans les tours, il veut tuer tout le monde. Je redescends, je dis, madame, il faut peut-être s'affoler un petit peu, il y a une otage en jeu. Oui, je rappelle. Ok. Je reviens à l'individu, je lui dis, écoute, je suis vraiment désolé, les pizzas, c'est bon, c'est les sushis qui posent problème, mais ça arrive. Bon, je gagne un peu de temps et des sushis. 40 minutes, là, je reviens, je lui dis, écoutez, c'est pas normal, il ne faut quand même pas 40 minutes pour faire 4 pizzas. Et là, elle me regarde et puis elle me dit, mais c'est pas, moi, j'en ai commandé 16. Mais je lui dis, mais pourquoi? J'en ai pris une pour vous, pour le directeur de la banque, pour le préfet, pour le maire, pour... Vous voyez, mes intérêts ne sont pas les siens. Donc ça aussi, il faut tout cadrer. Là, il y a eu un petit défaut de communication. Elle a cru bien faire. Sauf que là, il y avait un peu urgence. Bon, j'ai vu un gars arriver avec son scooter et une pile de pizza, là. Bon. Donc là, il s'agit de proposer un protocole de reddition. C'est un peu comme une reddition, hein, c'est un protocole. On va lui dire, voilà ce qui va se passer. Et on va le faire s'engager. On va lui dire, écoute, ce que je te propose, c'est que je vienne avec les 4 pizzas, les sushis devant la banque. Je les pose à la porte de la banque. Je recule, j'aurai les mains en l'air, tu verras, etc. Moi, j'y vais pas sans sécurité. Je sais que j'ai des tireurs d'élite derrière. Mais je le fais s'engager. Je lui dis, on est d'accord? Oui. On ne revient pas là-dessus. On fait ça. Oui, je t'ai dit. Il s'énerve. Oui, mais il a dit oui 2 fois. Peut-être même plus. On le connaît, ça. Faire dire oui pour des petites concessions. Ils s'y tiennent. Et donc, ça se passe comme prévu. Il récupère les pizzas, les sushis. L'otage est libéré. Et on continue. Donc, je rappelle, pour le remercier, merci, tu as vu, tu pouvais me faire confiance. Et on revient en permanence sur l'aide que je peux lui apporter. Moi, je suis là pour t'aider. Mais aide-moi de ton côté, etc., etc. Et puis, évidemment, en permanence, il faut humaniser la personne. Il doit comprendre que ce ne sont pas des choses. Parce que c'est plus facile de frapper des choses que quand on nomme les personnes. Donc, on nomme les personnes à l'intérieur. On les humanise. Et puis, lui, la reconnaissance, il ne l'a pas parce que les médias, une télé avec 3 lettres, n'arrête pas de tourner en boucle en disant que c'est un braqueur de banque. Et lui, ça ne lui convient pas. C'est un combattant de la foi. Il veut venger Merah. Il veut qu'on le dise. Donc, je vais réussir à négocier un 2e otage contre un démenti BFM. Oh, j'ai dit. Eh bien, les médias vont me servir. Bon, c'est le proc ou le préfet qui est allé parler aux médias
pour dire voilà, c'est un combattant, il a passé un message qui était ta 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 ta. Et il va, encore le protocole, dans la seconde, il libère l'otage comme prévu, remerciements, etc., etc. Et puis, les heures passent, ça va durer 6h30 en tout, je crois. Il y a un périmètre de sécurité qui a été fait, donc les journalistes sont quand même assez éloignés de la scène, évidemment. Et puis, à un moment, il est en train de me parler, et puis il se met à m'insulter, et en me traitant de menteur. C'est dommage, il y a eu deux de sorties. C'est pas le bon moment, et je comprends pas. Je lui dis, écoute, je suis vraiment désolé, pourquoi tu me traites de menteur? Tout s'est bien passé, tu as vu que tu pouvais me faire confiance, moi je suis là pour t'aider, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ils disent à la télé que j'ai encore tiré un coup de feu. Je ne suis pas un braqueur, je suis un combattant. Ben, je vois, tu es un combattant de la foi, je suis un combattant du gouvernement. Les liens sont tordus des fois, mais ça marche. Donc on respecte les civils, c'était ça le deal. C'est un combattant de la foi, ok, je suis un combattant du gouvernement, les civils au milieu n'ont rien à faire dans notre combat. Mais là, concrètement, je lui ai menti. Je lui ai dit, mais moi, je n'ai rien dit, je m'enseigne. Et effectivement, les médias ont dit, nouveau coup de feu dans la banque. Et là, la colonne d'assaut, je leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils me disent, rien, mais à côté du périmètre de sécurité, il y a un pub. Et à l'arrière du pub, il y a une palette en bois qui est tombée. Ça fait paf, voilà, nouveau coup de feu dans la banque. Toutes les informations sont bonnes à prendre pour eux, même celles qui n'ont rien à voir avec la crise. Ils ont entendu un bruit. Moi, ça m'a desservi. Il m'a fallu une demi-heure pour qu'ils redescendent d'un étage parce qu'il était remonté comme une pendule. Il a fallu que je m'excuse, je ne sais pas combien de temps, voilà, etc. Et qu'on refasse passer un démenti pour dire que non, 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 etc. Vous voyez, des fois, c'est un petit peu compliqué. Là, à ce niveau de la négociation, quand le chef opérationnel vient me voir et me dit est-ce que tu as des informations pour nous intéressantes, etc., etc. Il me disait, toi, ça va? Je dis, oui, ouais, moi, oui. Bah oui. Moi, mon ego, il crève le plafond, là. J'ai sorti 2 otages. Je pense que je l'ai à la voix. Ça se passe super bien. Ben, je ne me rends pas compte que ça fait 2h30 que je tourne en rond, là. J'ai beau essayer de faire sortir un autre de plus, un directeur, il n'y a rien à faire. Il ne veut pas. Il a compris que s'il libère tout le monde, il n'a plus rien. Et donc, à un moment donné, on s'arrête, on discute. Et là, le négo 2, qui n'a rien dit depuis le début, hein, il a fait que débriefer les otages à chaque fois. Il me dit, bon, concrètement, qu'est-ce qu'il veut depuis ce matin? Il veut qu'on se batte. Il me dit, on peut peut-être lui proposer de se battre. Je lui dis, j'aurais même pas pensé. C'est tellement bête que j'aurais pas pensé. C'est ce qu'il veut. Donc, évidemment, on demande au chef opérationnel s'il est d'accord. Il se trouve qu'ils sont 20 à la porte et que opérationnellement et au niveau sécurité, c'est jouable. Maintenant, il faut s'accorder sur les civils. Donc ça, c'est mon rôle de retour et je repars à la voie. Donc là, c'est comme un premier contact. Hein. Pour lui proposer ça, ça se prépare. Et donc, j'y retourne doucement. Et je lui dis, mais depuis ce matin, tu veux te battre avec nous? Ouais, parce que vous êtes des assassins, etc., etc. Je lui dis, écoute, nous, on ne le veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sortes ou que je vienne, qu'on discute ensemble. Moi, je suis là pour t'aider. Maintenant, si c'est ce que tu veux, si c'est la seule solution, on est d'accord. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a eu un blanc quand même. Et puis, il m'a dit, ouais, vous êtes... Non, je lui dis, j'arrêtais pas de lui dire, non, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut parler avec toi. On veut comprendre, etc. Et puis, je vous préviens. Et là, il commence à monter. Il monte. Et là, l'émotion de la colère, elle est plus gérable. Parce qu'il ne m'écoute plus. Je vous préviens, vous avez intérêt d'être calibré parce que moi, je vais sortir. Et là, le protocole que j'avais mis en place avec lui, je lui avais dit, tu laisses sortir les 2 otages, les 2 derniers otages. Ensuite, on discute ensemble. Et puis, si tu veux, quand tu as envie, tu sors et puis on se bat. Bon. Là, finalement, il décide de sortir d'un coup. On voit la porte de la banque qui s'ouvre, les 2 otages qui sortent, et lui, il sort dans la foulée. Et il tire sur les tireurs d'élite qui sont postés là, en face de la rue, donc dans un immeuble à 10 mètres, à 15 mètres. Il riposte dans la jambe et dans la main. Il perd son pistolet, il rentre dans la banque. Bon, là, on est face à un forcené retranché, donc il n'y a plus vraiment d'urgence.
Sauf qu'il a mis le feu avant de sortir, avec son jerrycan. Donc, allez, hop, les fracs doivent casser la porte d'une banque avec le bélier. Là, il y a des gars avec des gros bras pour ça. Ça prend un certain temps. Il est sorti de la banque. Il est soigné directement par le médecin qui est de Marseille, du RAID de Marseille. Donc là, mon rôle à moi est d'aller le voir. Je lui dis, écoute, c'est moi Didier, c'est moi que tu as eu au téléphone pendant 6 heures. Tu as vu, ça s'est passé comme je t'avais dit. Et puis il me dit tout de suite, hey, t'as vu, je suis courageux. J'ai effectivement, tu es un grand combattant, il fallait oser sortir devant 20 gars. Il me dit, ah ouais, je savais, j'étais un combattant. La reconnaissance qu'il voulait. Prouver que c'était un combattant, un grand combattant. Et puis après, il me dit, mais toi il me dit, ça fait mal quand même. Il me dit ça. Puis je dis, oui, tu as 2,556 qui ont traversé ta cuisse et ta main. Et puis il me dit, toi qui es un grand combattant, tu crois que ça fait mal une balle dans la tête? Quand même un peu. Donc là, il est reparti dans sa folie. Il est reparti prendre ses pilules. Et puis, donc vous voyez, encore une fois, les liens, la reconnaissance de l'autre, l'écoute pendant tout le processus. Quand vous rentrez sur Bordeaux, vous dormez bien dans la voiture. Et c'est comme ça que ça dure 10 minutes ou 30 heures ou 33 heures, comme ça a pu durer pour Mera. OK? Les qualités du négo, de l'empathie, vouloir vraiment aider l'autre. Sinon, dès le départ, ce n'est pas la peine d'y aller. L'écoute. Là, c'est être capable de se mettre dans une bulle de confort. Tout ce qui se passe autour, on ne l'entend plus. Quand vous êtes avec un interlocuteur, si c'est une grosse négociation, on ne doit pas entendre le bruit de la machine à café à côté. S'il y a des bruits parasites, ça peut vous faire perdre le fil de la discussion. Et ça peut être mal perçu par l'autre. La communication, elle doit être plus ou moins aisée. Avec ce genre d'individu, on en est arrivé à parler avec lui pendant 6 heures. On a parlé de l'Afghanistan, on a parlé des clubs échangistes en France et des nanas en slip sur les abris de bus. De tout. Donc, c'est des sujets sociétaux qui peuvent être balayés. Donc, il faut parler. Hein. Et peut être capable de rester calme. Parce qu'on va se faire insulter. C'est sûr et certain. Et parfois, c'est même ça peut être sur votre physique, hein, quand vous êtes en contact visuel à quelques mètres. Tout. C'est une recherche d'influence de l'autre. Donc une volonté sincère d'aider. La négociation est finie, l'individu a été interpellé. On doit aller le voir, on doit se présenter. Négociation actuelle, on ne ment pas. Commercial, c'est pareil. Ça, c'est du one-shot. Mais dans 6 mois, vous revenez à la table des négociations, on ne voudra plus vous parler. Ben non. Le sentiment de s'être fait avoir, il n'y a rien de pire. Donc nous, on ne ment jamais. Quand il nous demande qu'est-ce qui va se passer pour moi après, on lui dit, voilà, tu vas sortir. T'inquiète pas, il y a 6 gars en noir équipés comme des porte-avions qui vont t'interpeller gentiment, parce que des fois, ils ont peur de se faire casser la figure. Ils vont t'interpeller, ils vont te passer les menottes, tu vas aller voir un officier de police judiciaire, tu seras mis en garde à vue, et après, c'est l'autorité judiciaire qui prend la main, et moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas Belmondo, moi, je ne peux pas interagir avec le juge. Mais on doit lui dire il va falloir qu'il réponde de ses actes. On ne ment pas. Parce que peut-être que cette personne, dans 6 mois, elle va sortir de prison. Bon, en même temps, en France, on ne fait pas 6 mois de prison quand on ne prend pas 2 ans, on n'y va pas. Donc, message subliminal. S'il va en prison, si c'est quelqu'un de rationnel, il va en prison, il va polluer la prison en disant le négociateur du RAID m'a menti. Ou il s'est moqué de moi. Et si c'est un psychotique, ils ne sont pas que fous, ils ont aussi des antennes et ils se rappelleront qu'on s'est moqué d'eux. Donc on ne ment jamais. On peut faire des promesses. On doit s'y tenir. Pour ça, on peut parler de notre vécu. Hein. Je ne donnerai jamais mon numéro de téléphone, mais en attendant, je peux parler de ma vie de famille. Ça, c'est un peu de propagande pour finir. Est-ce que... Merci.
Merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup déjà. Moi, j'en ai peut-être une. Est-ce que tu as déjà perdu ton sang-froid? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu as fait? En négociation de crise, jamais. Je ne dis pas que dans ma voiture, je ne m'énerve pas. Hein. Mais quand je rentre en négo de crise, non, c'est pas possible. J'ai un seul cas. J'ai un copain qui m'a dit qu'il s'est énervé avec Mohamed Merah. Et il a raccroché. Je ne trahis pas un secret. La transcription des 33 heures de négociation sont sorties sur le Figaro, à part les moments les plus trash de tout ce qu'il a pu dire. Et à un moment donné, il lui a dit quelque chose qui ne l'a pas fait rire, lui, parce qu'il a utilisé l'humour, hein, le Merah. Il a dit « j'ai pas envie d'entendre ça », il a raccroché. Il m'a dit « là, c'est le truc qu'on ne fait jamais, quoi ». Bon. Mais il ne s'est pas énervé pour autant. Mais en attendant, il n'a pas pu gérer ce moment-là qui était un petit peu trop difficile pour lui. Et c'est Merah qui a rappelé. Voilà. Il y avait une étude qui était faite par un professeur toulousain sur les émotions ressenties par le négociateur comme les individus en crise. Et oui, il y a une palette d'émotions. Il ne faut pas oublier que ce sont les émotions qui dictent nos réactions. Et donc, nous, on ne travaille que sur les émotions en négociation de crise. On ne travaille que là-dessus. Mais les émotions, l'émotion ressentie première de toutes les négociations commerciaux quand ils rentrent dans l'arène, c'est la peur. On peut l'appeler comme on veut, le stress, l'appréhension, le trac, c'est la peur. Il y a un peu d'adrénaline. On a peur de décevoir le chef, on a peur de ne pas obtenir ses objectifs, on a peur de ceci, on a peur de cela. Oui, il y a une forme de peur qu'on ressent nous aussi, hein, tout en se préparant au pire. Mais après, on doit tout de suite enlever ça de l'esprit et on rentre dans le match. Mais ce sont les émotions qu'on doit gérer en priorité. Et pardon, dernier petit follow-up. Et tu as des techniques pour gérer ça? Compartimenter. Voilà, parce que... Alors, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que... Tu sais, je me mets en face hein, pour pas que tu aies de la lumière. J'en ai bien. Comme un THP, comme un tireur d'élite. Quand on rentre dans le match, il peut arriver que dans certains cas, on dise « je ne peux pas y aller ». Le chef opérationnel, quand il me dit « tiens, tu prends la main », je vais prendre les premières informations qu'on me donne. Et si dans les informations, il y a des choses qui m'impactent moi, ou qui peuvent m'impacter psychologiquement parce que ça se rapproche de mon vécu et des émotions que j'ai pu ressentir, je peux dire non, là, je préfère pas y aller. Il ne me demandera jamais pourquoi. Il me dit ok, hop, il passe le bébé au négociateur 2. Donc ça, c'est valable pour tout le monde et ça arrive dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous venez d'apprendre que vous avez un texto, votre gamin a fait encore le zouave à l'école, vous êtes comme ça, et puis on vient vous demander quelque chose. C'est peut-être pas le bon moment pour essayer d'aider la personne à ce moment-là. Vous comprenez? Donc des fois, il faut balancer le bébé à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais après, sinon, les émotions, il faut commencer déjà à comprendre les siennes. Donc il y a un petit travail à faire sur soi-même. Et après, on rentre dans le match. Merci beaucoup. Un grand merci Didier. Bravo. Merci. Donc, merci Sébastien et Didier. Vraiment passionnant. Passionnant et écoutez, j'espère que ces techniques, rien que dans ma vie personnelle, je pense que ça peut aider. Donc merci. Et bon, j'ai la meilleure équipe du monde, donc dans le monde professionnel, c'est beaucoup plus facile. Négo 1, Négo 2 et toute l'équipe qui va avec. On a donc terminé ce chapitre de la soirée Inspire. On vous invite maintenant, donc dans l'Agora, là où on s'est trouvé quand vous êtes arrivés, à savoir qu'il y a 3 petits ateliers dans l'Agora. J'aimerais vous en parler, des animations. Le premier, c'est justement, Didier, on va mettre tes techniques à l'épreuve avec le camp Opération Négo opéré par la team Actuaria de Sénat. Et donc, vous allez pouvoir aller à la rencontre de cette équipe et négocier avec eux. Je vous laisse découvrir et normalement, vous avez les bonnes munitions pour rentrer dans cette négociation. Et donc, hâte de voir qui arrive à avoir les meilleurs tarifs.
Le deuxième, c'est le bar à démo avec l'équipe product et l'équipe commerciale de Sénat, notamment sur Sénat Cell, avec des démonstrations de la technologie, mais aussi l'opportunité. On écoute vos besoins et sous 48 heures, on vous livrera les maquettes de parcours de souscription pour n'importe quel produit d'assurance et canal de distribution que vous souhaitez. Donc, n'est-ce pas l'équipe product que je vois au fond, 48 heures, donc let's go. Le troisième atelier, qui est en fait un concours pour tout le monde dans la pièce, qui est question pour un courtier. Et à savoir que c'est un concours, il y a 2 places pour le prochain concert de M à gagner en juin 2023, avec l'assurance annulation qui va avec. Et donc, on vous laisse aller découvrir, mais donc, il y a des scores, il y a un ranking, il y a même une petite mort subite si on a 2 personnes qui ont les mêmes scores. Donc, c'est le 3e atelier, question pour un courtier. Donc, merci beaucoup, on se retrouve à l'Agora et un grand merci à Rodolphe pour l'organisation.